Et bonsoir. Ah. Et bonsoir. Comment allez-vous? Bienvenue sur Parlons d'écriture, la chaîne où on parle d'écriture. J'attends que mon café coule. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que la vie est belle, les oiseaux chantent, tout ça, tout ça? Comment ça va, mon petit? Coucou Irène. Comment ça va? C'est Irène qui est là. Hashtag Poutou-Craft-Chaune. Ça fait très plaisir de te voir. Et ben moi aussi, Irène, ça me fait extrêmement plaisir de te voir. Voilà. Enfin non, en fait d'ailleurs, je ne peux pas dire ça puisque je ne te vois pas. Mais ça me fait extrêmement plaisir que tu passes en tout cas. Comment ça va? Comment ça va tous d'ailleurs? Moi ça va fort bien. La semaine dernière, on tournait la vidéo du numéro 4. Ça s'est hyper bien passé. Attendez, on va remonter ça un petit peu. Mieux? Mieux quand même, hein. Bah ouais. Peut-être pas obligé de me mater le décolleté tout le temps, comme ça, bande de dépravés. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait hier? Bah hier, j'ai trop bu. Voilà, rien de bien fou. Comment a débuté ton année, Yann? Putain de cendrier de merde, pourquoi je mets toujours les choses trop loin comme ça? Ok. Mais ouais, hier j'ai trop bu. Aujourd'hui on va travailler le Mettrin Kipitou. Putain, faut que j'enregistre le fichier avant d'être con. Parfait. Hop. 10. Inkipit. Hop, on enregistre. C'est mieux comme ça. Ok, oui. Alors, c'est cool pour le tournage. Ça va bien. Un peu dur au début de l'année, l'énergie un peu bas, mais ça ira mieux trop. Ah, ouais, les enchaînements de maladies, c'est relou. Ça m'est arrivé en fin d'année dernière, où j'ai enchaîné genre la crève, les migraines, et tout un tas de trucs pas drôles. Donc c'était vraiment pas fun du tout. Je vois exactement de quoi tu parles, j'espère que tu te remets. Ou le cas échéant que tu te remettras vite. Parce que c'est... tac, 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 important. Il faut que j'ouvre ça aussi. Hop. Ça va mieux quand même maintenant? Toujours malade? Tac, alors attendez. Hop, ça on est bon. Ça on est bon. Je vais baisser ça au plus, sinon vous allez entendre les notifications de mon téléphone, ça va être de la merde. Je suis en train de me remettre, oui, cool. Bon bah tant mieux. Je me sers un café, j'arrive. Comment se sont passées tes fêtes de fin d'année? Ah. T'as eu plein de cadeaux du Père Noël parce que tu es l'enfant la plus sage? Enfin. Je dis la plus sage, mais on connaît la réputation des Espagnols et de leur amour de la fête. Donc bon. Et re mon petit nain. Hop. Bon café, merci. Plein de cadeaux pour être une bonne fille. Tu es une bonne fille, moi aussi. Bon café à toi aussi, mon petit nain. Hop. Bon. Aujourd'hui, on va travailler. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un timing un petit peu serré. Il faudrait que je vous abandonne maximum vers 15h45. Oh, j'ai gêne. Donc on va démarrer un peu plus vite que d'habitude. Et toi, bien Noël? Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'était... bah, c'est les Noëls en famille, quoi. C'est toujours très bien. Et on est toujours très content de rentrer chez soi. Mais comme tout le monde, finalement. Disons qu'on passe un excellent moment.
Et à la fin de ce moment, on se dit, ah ouais, je vais être chez moi maintenant, ça va être bien. Mais à ma famille, si un jour vous voyez cette vidéo, c'était un très bon Noël, je vous aime bien sûr. Bon, on va éviter les problèmes. Ok. Aujourd'hui, on bosse sur un... En tout cas, encore une fois, GG, non? Ça veut dire que t'as fini? Ou t'as pas fini et j'ai rien compris? Euh, Aujourd'hui, on va bosser sur l'Inkipit de notre roman. Enfin, de notre prochain projet, en tout cas. Ou de notre projet en cours. Ou peu importe. Enfin bref, on va travailler sur les Inkipits. Je me suis dit hier soir que j'allais faire ça aujourd'hui. J'étais encore bourré quand je me suis dit ça. Et le Mathieu de ce matin, sobre, et avec la gueule de bois, il était vraiment pas très content. Donc j'ai fait mes petites recherches en me faisant les ongles, parce que c'est la vie que j'ai décidé de mener. Nope, malheureusement, chapitre 38, juste après le point médian, j'essaie de finir ce soir. Ok. Bon courage dans ce cas, mon grand. Hop, ça va là. Oh, ça va, vous inquiétez pas. En vrai, il n'y a pas besoin de trop de ah non, pas pour moi, courage pour nain, bien sûr. Moi, ça y est, la gueule de bois est passée. J'ai appliqué toute ma méthode de contrage de gueule de bois. C'est bon. Et salut Pigasus, comment vas-tu? Hop. Ouh, j'ai mal partout. C'est le seul truc qui est horrible avec... Enfin, c'est le seul truc que je sens dans le fait de vieillir vis-à-vis de la gueule de bois. C'est pas tant qu'elle est plus violente qu'avant, c'est juste que je suis dans le pâté pendant beaucoup plus longtemps qu'avant. Il n'y a pas d'intensité supplémentaire, il y a juste une quantité de pâté qui s'allonge encore et encore et encore et encore et encore. Mon travail sur la vidéo est la couve du 4. Merci beaucoup, Pigasus. On est entouré par des artistes absolument extraordinaires. Vous avez pu voir sur nos réseaux. Le vidéaste, c'est celui qui nous fait toutes nos vidéos depuis le début, puisque c'est notre copain, Nico et moi, qui, lorsque nous on s'est lancé dans l'édition, lui s'est lancé dans la vidéo. Donc vachement cool. Et l'artiste, c'est une connaissance de Swan, qui fait vraiment du travail extraordinaire. Lundi, on a la dernière réunion pour les ajustements de la couverture. Donc on aura bientôt une version peu ou prou définitive. Et encore là, on en est très très proche. Très 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 proche. Mais merci beaucoup, je transmettrai aux équipes. Ils seront heureux. Et du coup, comme je disais, aujourd'hui, on Inkipit. Ça donne grave envie de faire partie du club. Envoyez-nous vos textes. Tu l'as fait d'ailleurs, Pikachu. Quand la sélection sera passée, si ça te va, tu pourras nous filer le nom de ton nom, le nom de ton texte. Et à moins que tu l'aies fait, je crois pas. Et comme ça, si t'es sélectionné, c'est trop cool. Et si t'es pas sélectionné, on pourra enfin, si ça t'intéresse, je pourrais te faire un petit retour. Puisque c'est ce qu'on fait pour les copains. On le fait d'ailleurs pareil pour Irène. On le fait exclusivement pour les copains. De faire des retours maintenant, mais les gens qu'on aime bien, voilà quoi. Donc n'hésitez pas, une fois le pulp passer. Après, comme j'ai dit à Jotun l'an dernier, faut attendre. Le retour se fera pendant l'été. Parce que là, après les sélections, il y a tout qui s'accélère vachement. Entre le retravail sur les nouvelles, etc. etc. Et puis potentiellement, vous serez sélectionné. Donc à ce moment-là, on travaillera avec vous. C'est une autre question. Mais si vous n'êtes pas sélectionné, je pourrais vous faire un retour pendant l'été quand le pulp sera terminé. Et que je serai un peu plus en mode genre... L'Inkipit, donc. Alors je viens des... Enfin... C'est trop sympa de toi. Ah bah c'est avec plaisir, Irène. C'est avec grand plaisir. Pour ceux qui... Évidemment, on travaillera ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, l'Inkipit, c'est dans un livre. C'est les premières lignes. Alors, l'Inkipit, ça varie parce que pour certains, l'Inkipit, c'est la première phrase. Pour d'autres, c'est le premier paragraphe. Pour d'autres encore,
On part du postulat que l'incipit, ça peut aller jusqu'à une page, donc 3-4 paragraphes à peu près. Une page au format livre, j'entends, donc 3-4 paragraphes. Je sais que pour l'étranger de Camus, on considère que l'incipit va jusqu'à après qu'il ait pris le bus. Donc on a quand même un certain matériau, il y a une 15-20 de lignes. Un incipit, ça peut être beaucoup de choses, donc j'ai demandé un petit peu autour de moi, je vous ai demandé sur le Discord aussi. Et les deux premières réponses que j'ai eues, et ce qui revient le plus souvent, c'est que l'incipit, et effectivement, c'est un peu une invitation à la suite de ce qu'on écrit. À la suite de ce qu'on écrit, ça ne veut rien dire. On invite la personne à lire. C'est pour ça qu'on conseille, et c'est pour ça que je le conseille aussi vis-à-vis des nouvelles, de vraiment travailler énormément l'incipit. L'incipit, il faut qu'il claque, il faut qu'il donne envie à l'éditeur, mais aussi au lecteur, parce que je ne sais pas si vous connaissez la théorie, je crois que c'est 3 fois 7 secondes pour le lecteur. En fait, quand le lecteur il prend votre livre dans un rayonnage, il y a 3 fois 7, en 3 fois 7 secondes, tout se joue. 7 secondes à regarder la couverture, si ça lui plaît, 7 secondes à lire le résumé à l'arrière, et si ça aussi ça lui plaît, 7 à 10 secondes de lecture de l'intérieur, de la première page. Si les 3 sont passés, il y a de fortes chances que... Enfin, il y a de fortes chances. Il est beaucoup plus probable que la personne achète votre livre si elle passe les 3-7 et que bien évidemment ça lui plaît. Bon, déjà, si elle arrive au troisième, ça veut dire que la couverture était cool, le résumé aussi. Ou alors je comprends pas les gens. Mais en tout cas, si les 7 secondes de lecture, et c'est très peu 7 secondes, sont validées, il y a des chances que let's go, quoi. Ce que je vous propose, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est qu'on se pose pas mal de questions sur c'est quoi un incipit, comment ça fonctionne. Je vais vous lire les incipits de 4 livres qui m'ont beaucoup marqué. Chacun a des moments très différents de ma vie. Plus ou moins, donc c'est assez cool. Mais avant ça, si on a le temps à la fin, et j'espère parce qu'il n'y a pas trop de questions, on essaiera de se faire un petit rush de 15 minutes pour essayer chacun d'écrire un premier paragraphe d'un projet. Mais en tout cas, avant toute chose, les lectures. Donc, ces 4 livres, je vous mettrai les refs au fur et à mesure dans le chat, vous inquiétez pas, et pour les gens qui me regardent sur YouTube, la semaine prochaine, parce que je ne le ferai pas ce soir de mettre les vidéos en ligne, je vous mettrai les références en description. Ces 4 livres, je les ai lus. Le premier, j'étais en 5e, et le dernier, je l'ai lu cet été. C'est tous des livres qui m'ont carrément cramé le cerveau. C'est comme ça un incipit. Ça s'écrit comme ça. C'est en un seul mot. Et du coup, c'est hop, l'incipit. Tac, avec plaisir. Question, je peux soumettre le mien officiel ou je triche un peu trop? Non, tu peux carrément proposer le tien. Non, il n'y a pas de souci. Puis tu peux aussi juste te servir de ce live pour voir ce que tu penses de ton incipit par rapport à ce que je propose. C'est encore une fois, c'est pas... Il n'y a rien d'absolu dans ma méthode. Enfin, ma méthode, elle va se tourner vers la manière que j'ai d'écrire. Il faut l'adapter, mais ça peut être un moyen de challenger et de le proposer à la fin, complètement. Je vais vous les lire donc, dans l'ordre auquel ces livres, ces premiers paragraphes de livres, je vais vous les lire dans l'ordre dans lequel je les ai découverts dans ma vie. Donc le premier, ça va être La Nuit des Temps de Barjavel. J'étais en 5e. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas la Barjavel. Je vous emmerde. Le deuxième, ce sera Le Chevalier Inexistant de Italo Calvino. C'est un super auteur que j'ai découvert quand j'étais à la fac en toute première année. Le troisième, ce sera La Chute de Camus, qui m'a été offert par Nicolas et qui m'a violé le cerveau. Voilà. Quelques années plus tard. Et le dernier, ce sera En attendant Bojangles. Ce que je vous propose, c'est qu'on se les lise. À chaque fois, on va faire le premier paragraphe, parce que la première phrase, ça peut être un peu compliqué selon les textes, et qu'on voit un petit peu vers où ça nous emmène. Et après, on se posera nos questions à nous, et on essaiera de développer un peu plus. Donc, premier texte, La Nuit des Temps, de Barjavel. René, je t'aime. Donc, pour se faire une petite idée de la mise en page, parce que c'est assez particulier dans celui-là, l'incipit est en... Alors, il y a des trucs écrits partout, parce que j'ai fait j'ai fait des dossiers sur ce bouquin quand j'avais l'occasion. L'incipit est en italique, tout le texte ne l'est pas. On en parlera dans la méthode. Donc, voici le premier paragraphe. Ma bien-aimée, mon abandonné m'a perdu. Je t'ai laissé là-bas au fond du monde. J'ai regagné ma chambre d'homme de la ville avec ses meubles familiers, sur lesquels j'ai si souvent posé mes mains qui les aimaient, avec ses livres qui m'ont nourri, avec son vieux lit de merisier où a dormi mon enfance et où, cette nuit, j'ai cherché en vain le sommeil. Et tout ce décor qui m'a vu grandir, pousser, devenir moi me paraît aujourd'hui étranger. Impossible.
Ce monde qui n'est pas le tien est devenu un monde faux, dans lequel ma place n'a jamais existé. C'est mon pays pourtant, je l'ai connu. Donc ça, c'est l'incipit de notre cher René. Je vous propose qu'on fasse les 4 et qu'on voit après. Et d'ailleurs que vous me dites s'il y en a qui vous plaisent plus que d'autres. Et vous pouvez me dire si je lis mal parce que c'est une réalité. Le deuxième que je vais vous lire d'Incipit, c'est celui du Chevalier Inexistant. Ah oui, peut-être un peu de contexte. Le Chevalier Inexistant, c'est Italo Calvino, c'est un auteur hyper drôle qui a décidé un jour de faire une trilogie. C'est pas vraiment une trilogie, c'est plus un cycle qu'il a appelé le cycle de nos ancêtres. Dedans, il y a le Vicomte Pourfendu. C'est un mec qui a pris un boulet de canon et il s'est divisé en deux, avec un homme, une partie bien et une partie mal, qui vont se chamailler. Le deuxième, c'est le Baron Perché, qui est un homme qui décide qu'un jour, il ne peut plus marcher par terre. Donc il va vivre dans des cabanes, dans les arbres. Et le dernier, c'est le Chevalier Inexistant. Le Chevalier Inexistant, c'est l'histoire d'un chevalier qui n'existe pas, qui, en gros, c'est une armure qui un jour devient consciente. Et il n'y a rien à l'intérieur, et tout le monde le sait. Mais par la propre force de sa volonté, cette armure est devenue vivante. Et en voici le début. Sous les murs rouges de Paris s'était déployée l'armée de France. Charlemagne devait passer les paladins en revue. Ils attendaient depuis 3 grandes heures maintenant. Ils attendaient depuis 3 grandes heures, dans la touffeur d'un après-midi de début d'été, un peu couvert, nuageux. On mitonnait dans les cuirasses, comme dans des marmites, mises à cuire à feu doux. Peut-être bien que, dans cet alignement imperturbable de chevaliers, quelques-uns déjà s'étaient évanouis, ou simplement assoupis. De toute façon, l'armure les maintenait bien cambrés sur leur selle, tous pareils. Et soudain, 3 sonneries de trompette, dans l'air immobile. Dans l'air immobile, les plumailles des cimiers tressaillèrent comme au passage d'un vent coulis. D'un coup s'éteignit cette sorte de rumeur marine qu'on avait perçue jusque-là. Ce n'était bien sûr que le ronflement des guerriers, assourdi par l'embouchure métallique des aumes. C'est un livre comique. Je vous le conseille vraiment. Autant Barjavel, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont un problème, machin, c'est vieux tout ça. Autant Calvino, les gars, on s'éclate bien. Le troisième que je vais vous proposer, du coup, c'est La chute de notre bon vieux Albert Camus. Eh oui, c'est un français. J'ai pas pris que des auteurs français, mais quand même quelques-uns. Voici le début. Puis-je, monsieur, vous proposer mes services sans risquer d'être inopportun, d'être importun. Je crains que vous ne sachiez vous faire entendre de l'estimable gorille qui préside aux destinées de cet établissement. Il ne parle en effet que le hollandais. À moins que vous ne m'autorisiez à plaider votre cause, il ne devinera jamais que vous désirez du genièvre. Voilà, j'ose espérer qu'il m'a compris. Ce hochement de tête doit signifier qu'il se rend à mes arguments. Il y va en effet, il se hâte avec une sage lenteur. Vous avez de la chance, il n'a pas grogné. Quand il refuse de servir, un grognement lui suffit, personne n'insiste. Être roi de ses humeurs, c'est le privilège des grands animaux. Mais je me retire, monsieur, heureux de vous avoir obligé. On est sur de la deuxième personne. La chute, c'est vraiment un bouquin qui, moi, m'avait vrillé le cerveau parce que tout est à la deuxième personne et toute l'histoire s'adresse quasi directement au lecteur, donc c'est vraiment... c'est fun. Basile, si tu nous vois. Le dernier que j'ai lu récemment, c'est En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau, qui est un auteur français également, il me semble. Mais Mathieu, c'est une histoire d'amour où on pleure. Et voici comment ça commence. Je trouve pas la première page, je l'ai. Alors là, je vais vous lire 2 paragraphes, mais vous allez comprendre. Mon père m'avait dit qu'avant ma naissance, son métier c'était de chasser les mouches avec un harpon. Il m'avait montré le harpon et une mouche écrasée. J'ai arrêté car c'était très difficile et très mal payé, m'avait-il affirmé en rangeant son ancien matériel de travail dans un coffre laqué. Maintenant, j'ouvre des garages, il faut beaucoup de travail, mais c'est très bien payé. Ok. Pardon, Bien sûr, je te les écris immédiatement. Je te les écris dans l'ordre où je les ai lus. Ce qu'on vient de dire... Bon, déjà, est-ce qu'il y en a un que vous avez préféré? Donc, le premier, c'est La Nuit des Temps de Barjavel. Le second, c'était Le Chevalier Inexistant.
de Italo Calvino. Le troisième, c'était La chute de Albert Camus. Et le quatrième, c'était En attendant Bojangles, qui, si vous ne le savez pas, est une musique de Nina Simons, dont il parle beaucoup dans toute la musique, de Olivier Bourdeau. Alors, si on me demandait de classer ces bouquins, je serais bien incapable de le faire, parce qu'ils sont tous vachement cool. J'essaie de vous prendre des livres que j'aime et qui s'y collent. De manière générale, ces incipits, puis j'ai aussi, ils ont tendance à poser très rapidement des informations assez fondamentales sur ce qui va se passer à la suite. Dans La Nuit des Temps, on sait immédiatement que c'est une histoire d'amour qui, on sait pas trop pourquoi, c'est mal fini. On sait que ce narrateur qui s'adresse à elle, peut-être dans une lettre, on sait pas trop, est revenu là où il habitait avant, sans elle, et qu'il est complètement brisé. Ça va être une histoire d'amour, on va pleurer, ça va être top. Pour le Chevalier inexistant, on a tout de suite, c'est con, mais le cadre spatio-temporel, ça se passe à l'époque de Charlemagne, il faut le savoir vite. Et on a aussi, très rapidement, ce côté drôle, quand il parle des chevaliers qui se sont évanouis ou endormis à cause de la chaleur dans leurs armures, et dont les ronflements évoquaient comment dire, le vent marin. Enfin, on sent qu'on va bien spoiler, et effectivement, c'est extrêmement drôle comme livre, je vous le conseille. Je vous conseille l'intégralité du cycle. J'ai pas lu tout ce qu'il a fait, mais j'en ai lu pas mal et c'est vraiment très très cool. Pour Camus, déjà on a la deuxième personne, et c'est bête, mais sur un roman, une nouvelle qui fait que ça, et qui ne va pas être présenté, c'est pas des lettres, hein, c'est vraiment un narrateur qui s'adresse à un personnage qui est un petit peu nous, et ça casse les habitudes. On voit qu'il va s'adresser à nous, il se positionne un peu dans... C'est un peu une situation de première rencontre. C'est un inconnu qui vient nous parler dans un bar. Il y a un autre bouquin qui fait ça, mais qui est beaucoup plus dur dans son développement. C'est un bouquin portugais qui s'appelle Le cul de Judas. J'ai oublié le nom alors, Le cul de Judas. Ce n'est pas un livre pornographique. De Antonio Lobo Autun, je crois. Je suis désolé si on a des amis portugais qui passent par ici et qui voient que je ne sais pas écrire. Voilà. Eh merde. Donc on a cette adresse directe. Et pour le dernier, pour Bojangles, alors pour Bojangles, c'est hyper marrant parce qu'en fait, on comprend que c'est un enfant qui parle de son père, on comprend que ça va être quelque chose de relativement feel good, mais au contraire des autres, Bourdeau, l'auteur du quatrième, ne nous laisse absolument pas entendre ce qui va se passer. La couverture est absolument magnifique. Je vous laisse, voilà, et elle est très à propos quand on a lu le bouquin, on comprend pourquoi cet homme et cette femme sont couverts de galaxies sur la couverture. Mais c'est un faux livre feel good. Enfin, c'est du feel good qui tord un petit peu le cœur. Et on est en mode genre, ah. Mais voilà. Dans tous les cas, on commence toujours avec on a avec Calvino une première phrase de contextualisation. Pour les trois autres, on en a deux avec des adresses, ici. Et Bojangles qui va être une contextualisation, mais différente de celle de Calvino. Calvino, ça va être une contextualisation spatio-temporelle. Charlemagne, Paris, mur rouge, bam. Bojangles, c'est un contexte plus familial. C'est-à-dire, dans quel type de situation on va être. C'est un enfant qui parle des bêtises que lui racontait son père quand il était enfant. En tout cas, c'est un homme, on ne sait pas, mais qui nous raconte les bêtises que racontait son père. De manière générale, à force de réfléchir, de me prendre la tête et de lire tout ce que vous m'avez proposé, notamment sur Discord, je me suis rendu compte que l'Inkipit, si on prend tous les
un peu tout l'ensemble des considérations, c'est une phrase qui devient un paragraphe, qui devient une page. Et c'est hyper bête, mais en fait, il y a un espèce de dézoomage, où on va de quelque chose de très restreint. Et la première phrase, il faut qu'elle... Enfin, il faut. Les il faut, tu dois, c'est de la merde, blablabla. Mais on a une première phrase généralement qui arrive en mode coup de poing, puis on va avoir un paragraphe, puis une page. De ce que j'en ai compris, la première phrase, elle a pour rôle d'invitation, avec un côté un petit peu sex appeal. Alors, sex appeal, pas nécessairement du sex appeal, type oh yeah! Mais il y a vraiment une invitation là-dedans. On commence un bouquin, la première phrase, elle nous amène et elle nous donne une émotion. Elle donne quelque chose, elle donne un ton au récit. Puis on a, dans cette phrase, elle s'inscrit dans un premier paragraphe qui généralement va mettre en avant un élément central de l'histoire. Pour Bojangles, c'est la relation avec le père. Pour Camus, c'est la nécessité d'échange entre le lecteur slash personnage qu'on n'entendra jamais parler et ce narrateur sans qui il ne pourrait pas boire un coup. Dans Calvino, on passe de c'est Charlemagne à ok c'est Charlemagne mais c'est bête. Et ensuite, on va avoir les paragraphes qui suivent, généralement, on va dire allez, les 2-3 paragraphes après, qui eux développent les idées qu'on a dans le premier paragraphe, mais qui en plus de ça, je vous les lis pas à chaque fois parce que genre Calvino il fait des paragraphes super longs, Camus aussi, donc flemme. Euh, mais on a cette troisième partie de l'Incipit, à mon sens, bien sûr, qui va en fait nous permettre de rajouter des éléments autour de notre élément central qu'on a mis dans le premier paragraphe, mais aussi de les contraster, de montrer d'autres éléments importants. Bref, on élargit encore un peu plus ce à quoi accède le lecteur. Et en fait, c'est hyper bête dit comme ça, parce que littéralement, c'est ce qu'on fait. Au début, il a pu lire qu'une phrase, puis après, il a lu un paragraphe, puis après, il en a lu 4. Mais c'est un peu comme si... vous savez, c'est comme dans ces vieux films où l'image, au début, l'image est noire, et il y a un rond qui s'ouvre comme ça. Je sais pas si vous voyez ces films où ils font ça. Et il y a vraiment quelque chose d'assez similaire. Parce que souvent, quand les films commencent comme ça, enfin bon, il y en a plein où c'est juste un décor, mais il y a aussi plein de situations où au début, on va d'abord voir un personnage qui se déplace, puis on va voir l'endroit où il est, puis avec cet élargissement et le recul de la caméra, on va voir où est-ce qu'il va. Bon, bah, c'est ce qu'on essaye de faire, je crois, avec l'Incipit. Comme toujours, je ne suis pas un professionnel. Donc ne prenez pas ne prenez pas ce que je dis pour acquis, s'il vous plaît. Et si ça marche pas pour vous, eh ben tant pis. Un gros point qui se pose, et je voulais en parler notamment vis-à-vis de Barjavel et de Camus, vis-à-vis de l'Incipit, et on va en parler un petit peu plus tard, un peu plus en profondeur, mais il va y avoir la question des modalités de la narration. Pourquoi est-ce que ces questions elles se posent? Parce que on a des textes où les modalités de narration ne changent pas. C'est de la troisième personne tout du long, c'est de l'omniscient, c'est de la deuxième personne, c'est de la première personne. Il y a les cas où ça sort de l'ordinaire, exemple la deuxième personne, et il y a les cas, type Barjavel, La Nuit des Temps, où en fait on a deux types de narration différents. Dans Barjavel, on a d'un côté cette trame dans le futur du texte, c'est une question qu'on va se poser, qui nous raconte l'après, le ressenti de Stom, qui est un scientifique, comme la majorité des personnages de Barjavel, hein. On est à l'époque de la science, on est dans les années 60, tout ça. Mais on a d'un côté l'adresse à cette femme, et ensuite, à la fin de ce chapitre, on passe à une narration tout à fait classique, avec une histoire qui avance. Puis on va avoir des retours de cette trame du futur, où on a le narrateur qui va raconter de l'extérieur ce qui s'est passé, comment il l'a ressenti, qui va nous donner des éléments de compréhension, disons. Ce qui va être intéressant de se poser comme question, et ça va être ce qui arrive tout de suite, ça va être tout simplement de se dire, si on a plusieurs types de narration, qu'est-ce qu'on choisit? Mais pas d'inquiétude, je change d'écran tout de suite, j'espère que ça va marcher comme je veux. Atelier, ouais, c'est moche. Mais on arrive, attendez, hop, hop. Tac. Hop. Ah,
Pardon, excusez-moi. Ah putain, comment... Ah oui, c'est vrai. Alors attendez, je sais plus comment je fais. Déjà avant, voilà. Est-ce que vous arrivez à lire? Question toute bête. Ou est-ce que c'est trop petit pour vous? Alors je sais très bien que sex appeal ça s'écrit pas comme ça. Hein. Je trouve juste ça super drôle. Ok. C'est lisible, super. Donc on va commencer nos questions. On en a 15 au total. Est-ce qu'il y a une... Ouais. On a 15 questions au total. On va commencer par les modalités narratives. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va raconter Steam Keep It. Et de manière générale, ça c'est une question qui se pose pour le roman en règle générale. Et puis on va avancer un petit peu dans ce qu'on veut faire, etc., etc. La première question qu'on va se poser, qui est assez simple, c'est tout simplement quel est le type de narrateur pour notre Keep It. Donc pour faire un petit rappel, on a 3 types de narrateurs, 3 types de focalisation. J'écris sex à pile, genre sexe à pile. Dans les 3 types de narrateurs, on a première, deuxième, troisième personne. C'est simple, c'est efficace. La première personne, elle est plus centrée sur l'intériorité, sur des émotions. On se superpose très facilement aux émotions du personnage. La deuxième personne permet une adresse, quand c'est une vraie deuxième personne, elle permet de s'adresser directement à un personnage, voire au lecteur à travers lui, ce qui est hyper stylé. Et la troisième personne, tout simplement, c'est la personne qui le plus facilement permet le changement de point de vue dans un même paragraphe, chapitre, etc. Et aussi, c'est je trouve, la personne la plus plastique pour... c'est le choix de narration le plus plastique pour faire des ellipses, sauter des trucs, faire des descriptions. Enfin, il y a une plasticité qui fait que c'est très compliqué à la troisième personne d'avoir une intériorité aussi vénère qu'avec la première personne. C'est très compliqué de réussir à s'adresser au lecteur exactement comme on le fait avec la deuxième personne, mais on peut le faire. On peut le faire, ça demande juste des petits tricks pour arriver aussi loin. De mon humble avis en tout cas. Donc on se demande quel type de narrateur pour l'Inkipit. Est-ce que cette modalité va changer? Et si c'est le cas, donc est-ce que par exemple mon Inkipit il est à la troisième personne, puis après j'ai de la deuxième personne? Et si c'est le cas, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a ce changement et pourquoi je choisis une modalité narrative plutôt que l'autre? Pour mon... Pour le roman, donc moi pour ceux qui me suivent sur Patreon, je vous le mets là, hop, et qui ont un petit peu lu, vous avez dû remarquer que j'utilise la deuxième et la troisième personne. Puis il y a des moments où le narrateur s'adresse directement au personnage, parce que c'est une entité réelle dans mon univers, dans mon roman, le narrateur. Donc j'ai les deux qui s'entremêlent avec quand même une grosse majorité de troisième personne. J'hésite encore pour mon Inkipit, parce que ça se passe à un moment où la deuxième personne pourrait avoir lieu, mais en même temps, commencer par de la deuxième personne et switcher après sur la troisième. En premier chapitre, j'ai l'impression que ça peut être très perturbant, et du coup ça peut perdre le lecteur. Donc de prime abord, je vais partir sur troisième personne, truc un peu simple, et on avisera après, parce que sinon je peux faire tout un premier chapitre à la deuxième personne, mais ça va être hyper sexy. On part sur la deuxième personne. 2P. Il y a aussi... Ah, putain. Il me casse les couilles ce micro, il est au milieu. Alors attendez, on va le décaler par là-bas. Excusez-moi, voilà, vous me voyez mon micro. Hop, hop. Tac. Comme toujours, n'hésitez pas à partager ce que vous faites dans votre propre roman. Première personne, deuxième personne, pourquoi? Est-ce qu'il y a un choix derrière? Pas du tout. Je sais que des fois c'est très instinctif. Des fois il y a des gens qui font un truc en particulier parce qu'ils aiment ça et il y a des raisons. Donc des fois c'est les deux. 2P. Il y aura de la 3P après. Mais se passe un moment où le narrateur pourrait s'adresser à la personnage. Hop. Ok. Deuxième question. Qui est le narrateur?
Cette question, elle est importante parce que euh, si c'est un personnage, on a besoin de savoir qui c'est. Si c'est pas un personnage, dans ce cas-là, on met juste le narrateur, c'est le narrateur. Ça peut être intéressant si c'est pas un personnage de... Je sais pas si c'est la prochaine question ou pas, je ne pense pas. Non. Ça peut être intéressant si votre narrateur n'est pas un personnage de mettre... Ici, je vais le mettre en question subsidiaire. Sur quel personnage est-il focalisé? Je veux t'acheter ton roman en EPUB, j'arrive pas à lire sur l'ordi. Sinon, je t'embêterai un samedi. Alors déjà, Irène, tu ne m'embêtes jamais. Et je vais bosser sur... ça fait partie des choses qui sont en projet. Là, je suis en période de pulp vénère. Mais dès que j'ai fini la lecture des nouvelles et qu'on a un petit peu avancé, j'ai prévu de faire de la mise en page pour avoir un EPUB carré et pour pouvoir le proposer sur le site. Enfin, sur le Patreon. C'est prévu, Irène. T'es pas la première à me dire que non mais c'est bien mais on veut te lire ailleurs parce que voilà. Tout va bien. J'en profite pour vérifier le mien du coup. Tu as bien raison mon petit nain. Donc moi en tout cas me plaît beaucoup l'histoire. J'adore ce que tu me dis. Le narrateur c'est un dieu. Vous savez pas qui c'est normal. Hop. Et il est focalisé sur Gil. Je suis content que tu aies commencé et que ça t'ait plu, Irène. Oh. À cette question, la prochaine, tout simplement, est-ce que le personnage sur lequel on est focalisé, ou est-ce que le personnage narrateur est le protagoniste ou pas? Sinon, pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? C'est hyper bête, mais c'est Rico Kotam qui disait ça sur le Twitch tout à l'heure, c'est que généralement on présente un personnage dans l'Inkipit. Il a raison. Généralement, ce personnage, c'est le personnage principal pour la simple et bonne raison que c'est le protagoniste, c'est le personnage qu'on veut présenter le plus. C'est pas forcément le cas. C'est pas toujours ça. Par exemple, si je prends mon premier roman, et j'ai pas valeur d'exemple, mais enfin si, parce que je m'utilise comme exemple, mais c'est pas absolu, mais dans mon premier roman, la protagoniste c'est Saina, le personnage qui est introduit en premier c'est Kriost, pour la simple et bonne raison que l'incipit de ce premier roman, il a pour objectif de poser le fait que ce personnage il est sorti de la prison et il a été ramené dedans. On sait pas pourquoi, on sait qu'il a trouvé des gens à l'extérieur, on sait qu'il se passe des trucs, mais c'est lui qui est présenté parce qu'il est renvoyé à l'intérieur pour récolter des informations. Donc c'est par lui qu'on commence. S'il n'y a pas une raison vraiment raisonnée, disons, de faire le truc, que ce soit pas le protagoniste, la question se pose de pourquoi c'est pas le cas. Et dans mon cas, est-ce le protagoniste? Oui! Avec des points d'exclamation, parce que je fais des choses normales des fois. Ok, alors là c'est la flopée des questions 4. Il y en a beaucoup, mais en fait, les questions 4, il y en a 4. Mais elles ne s'appliquent pas à tout le monde. Donc, ah oui, c'est pas assez... Ok, attendez, excusez-moi. Hop. Tac. Donc, je vais vous les détailler les unes après les autres, et après on verra. La question 4A. Il est possible qu'aucune d'entre elles ne se pose sur vous. La question 4A, c'est tout simplement... Si on est sur un roman à trame multiple classique, pourquoi est-ce qu'on commence avec ce personnage-là plutôt qu'un autre? La multitrame classique, c'est... On a plein de personnages qui vivent des aventures parallèles dans la même temporalité, qui vont se croiser, se décroiser, qui peuvent parfois être tous ensemble, puis éclater, etc. Donc pourquoi on commence par celui-là? La réponse, ça peut juste être, c'est le protagoniste, connard. Tac. Ouf, ça c'est... Alors, je suis désolé, c'est un peu laid comme mise en page. Je fais de mon mieux. Hop. La question 4B, c'est si vous êtes sur une multitrame temporelle. C'est-à-dire, un multitrame temporel, ça va être Westworld. Ça va être Barjavel, La Nuit des Temps. Dans cette situation-là, tout simplement, la question c'est où est-ce qu'on se situe dans la trame
temporelle de notre récit. C'est-à-dire qu'on a ces trames multiples, mais en fait, même s'il y a plusieurs trames, il y a quand même une réalité de présent, passé, passé, présent, futur, ou passé, futur, ou passé, présent, enfin, vous m'avez compris. Et ben, on va juste poser la question de cet incipit. Il est dans quel... euh, il est dans quel cas? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est le présent? Est-ce que c'est le futur? Pourquoi? Et en question subsidiaire, il se pose aussi vis-à-vis de la trame multiple temporelle. Euh, est-ce que est-ce que le personnage, le lecteur saura dès le début qu'on est sur passé, présent ou futur, ou est-ce que c'est une information qui lui sera donnée plus tard? C'est hyper important parce qu'on va pas mettre les mêmes choses en place. Si on commence sur une trame future, comme il l'a fait, comme le fait Barjavel, euh, et qu'on veut savoir, qu'on veut que notre lecteur sache dès le début, on va pouvoir parler du fait que la personne elle a été perdue, on va pouvoir parler de témoignages, on va pouvoir mettre en place tout un vocabulaire hyper technique, enfin technique non, mais tourné vers la question du souvenir, etc. Si on ne veut pas qu'il le sache, au contraire, on va devoir travailler de manière un peu plus louvoyante et faire comme si c'était pas le cas. Voilà. Euh, comme je commence sur mon personnage secondaire, j'ai eu un peu peur. Mais non, mon petit nain, tout se fait, tout se fait. Mais pourquoi du coup? Pourquoi tu commences par ton personnage secondaire et pas par Nathael? Question 4C. Vous pouvez avoir à répondre à plusieurs questions, je précise. Si on est dans une trame simple, mais que le premier chapitre se déroule après le récit, pourquoi? Pourquoi est-ce que on donne ce côté, cette information dès le début? Qu'est-ce que ça va apporter au lecteur? Et ensuite, si on est dans une trame simple avec une ellipse après le premier chapitre, ce qui va être mon cas, eh ben, pourquoi est-ce qu'on va mettre une ellipse là et pourquoi est-ce qu'on raconte ce qui se passe avant l'ellipse? Euh, Après le récit, c'est-à-dire, je peux absolument reformuler ça si tu veux. Imagine une histoire. euh, Truc basique. Imagine que tu es dans une histoire de fantasy. C'est la quête classique du jeune homme ou de la jeune femme, on s'en bat les couilles, qui est dans son village et puis il va y avoir des problèmes et il va aller régler les problèmes de son village, puis les problèmes de la ville d'à côté, puis il va affronter le Seigneur des Ténèbres. Dans certaines situations, on peut avoir la fin de cette histoire, un chapitre qui raconte quelque chose qui se passe après le combat final, qui serait raconté au début. Par exemple, un personnage se tenait blablabla en haut d'une colline, il avait fait tout ça, on s'en fout. On a ça au début et après on a l'histoire qui part, qui commence effectivement du début. Mais on a quand même eu ce chapitre avant, cette espèce d'incipit qui est très fantasy, soyons honnêtes. Quel est l'objectif? Est-ce que on veut faire croire que c'est quelque chose qui est déjà arrivé? Ou est-ce qu'au contraire, on veut donner un côté prophétique à ça? Ça, j'adore. Ben, ça dépend vraiment des cas, mais effectivement, c'est hyper stylé quand c'est bien fait, Pegasus. Mais voilà. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Quand on fait des trucs un peu chelous, j'étais tombé sur une interview d'une éditrice il y a hyper longtemps, dont je me souviens plus le nom, qui avait dit que l'une des faiblesses des jeunes auteurs, c'est de faire certaines choses sans se demander pourquoi ils les font. Et où en fait c'est des choses qui sont hyper valables, ce qu'ils proposent, de mettre la fin au début, de mettre le début à la fin, de faire des trames multiples, d'exploser les trucs. Mais en fait, vu que ça n'a pas été réfléchi, tous les aménagements et toute la force de ces choix n'est pas mise en valeur. Du coup, c'est un peu plat. Donc on se demande pourquoi est-ce qu'on le fait. Dernière question, si on est dans une... Donc comme je disais pour le dernier cas, c'est la question de l'ellipse. Pourquoi est-ce qu'on a cette ellipse qui va advenir? Dans mon cas, moi je suis dans la 4D. En fait, c'est sûrement un truc éculé, mais j'adore quand le narrateur est indigne de confiance. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. C'est quelque chose de très agréable. Moi, j'ai essayé de faire un peu le contraire. Une de mes règles d'écriture, c'est que mon narrateur ne peut pas mentir. Ou en tout cas, il, il, il dit ce qui arrive et ce qui est pensé. Alors si la personne elle se ment à elle-même, bah, il va dire ce que pense la personne. Mais du coup, ça me fait tout un truchement où je dois trouver un moyen des fois pour contourner des points de vue. Pour que le lecteur, il n'ait pas l'information dès le début que Machine c'est une grosse chouin, tu vois. Mais j'adore le narrateur pas digne de confiance, c'est hyper agréable.
Best viewer, non merci. Hop. Mais voilà. Dans mon cas, donc trame simple, ellipse après le premier chapitre. Enfin, c'est une fausse trame multiple. Il y a plein de points de vue, mais il n'y a qu'une seule trame quand même dans celui-là. Pourquoi il y a une ellipse? Parce qu'en fait, ce premier chapitre... premier chapitre qui relate la fuite de Gil. Vous allez voir, on va parler de premier chapitre, puis après on va se recentrer sur l'Inkipit. C'est normal, on peut pas détacher l'Inkipit du chapitre dans lequel il s'inscrit, de mon point de vue. Relate la fuite de Gil après l'affrontement avec Erebia. Le tac, l'ellipse après l'affrontement avec Erebia et jusqu'à sa rencontre avec Regia. Point. L'ellipse correspond à son coma. Et ce qui est important aussi, c'est qu'en fait, le deuxième point, c'est que beaucoup de choses se passent pendant cette ellipse. Choses qui seront relatées plus tard dans le récit par un journal intime. Pendant cette ellipse, hop, choses qui seront rapportées au lecteur par le journal intime de Regia. Ok. Question 5. Hop, hop. Ok, on a vu les modalités. On va un petit peu passer dans l'action, parce que l'action, c'est ce qu'on aime. Je vais vous demander à toutes et à tous de résumer votre premier chapitre de manière générale en une seule phrase. Et en une seule vraie phrase. C'est-à-dire que on met pas de point-virgule à outrance, on fait pas de subordonné conjonctif complétif, de subordonné conjonctif complétif. On n'abuse pas des relatifs de soi. Une phrase de 1 à 2 lignes maximum qui nous dit ce qui se passe dans le premier chapitre. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que l'Inkipit connecte avec ça et fait partie de ce premier chapitre, donc on a besoin de savoir ce qui va se passer pour déterminer comment on va adapter notre récit à ça. Salut mon petit crachoir, comment tu vas? Oh, j'adore ce gif. Et je suis désolé pour tous mes viewers épileptiques qui meurent à chaque fois que Dark Crachoir arrive. Eh ben écoute, je vais fort bien. Fort bien. On travaille sur l'Inkipit du roman, on est content. Et toi, les résultats? Ça y est, c'est tombé. Parce qu'en fait, je te demande à chaque fois tu me dis c'est demain, mais là, normalement, c'est tombé tes résultats, non? Dans mon cas, le premier chapitre... Si je veux le résumer, je dirais... Après... Oups, la mauvaise ligne. Après avoir combattu contre Erebia et s'être fait pougner la gueule, Gil fuit... C'est joli pronom, je déconne, je disais. Alors, on est sexy ou on n'est pas sexy en termes de résultats? Gil fuit à travers les montagnes, repasse... Oh yes! Revoit le sacrifice de ces hommes. Le sacrifice de certains de ces hommes. Hallucine. Et hallucine une rencontre avec une jeune femme rousse. Hallucination qui n'en est pas une, parce qu'en fait, elle va vraiment la rencontrer. C'est juste que vu qu'elle va halluciner la mort de certains de ces hommes et leur sacrifice, et ben quand elle va la voir, elle va se dire genre, ah ok, c'est la mort qui vient me chercher, et non. Du coup, comment on sent... Qu'est-ce que ça donne, mon petit crachoir? Avec une jeune femme rousse. Hop. Dans un vaisseau spatial au fond de l'océan, 2 personnes se réveillent, tant bien que mal, devant le quitter. Très bien, c'est encore plus rapide que la mienne, c'est fort nickel, mon petit nain. Moyenne générale, 15. Allez, pour le bloc principal avec les vraies matières. Donc je suis content, 16 en préhistoire et 16 en archéo. Bim. Sexy, mon petit chat. Je suis fier de toi. T'as probablement rien à foutre, mais je suis vraiment fier de toi. Road to Master.
Donc on a... Donc qu'est-ce qui se passe dans le chapitre? Ouais, c'est grave une machine. 14 en géo parce que le prof a donné 6 points. Parce que bon, mon contrôle valait 5, je pense, pour l'encre et le papier. 9 points du coup il a donné. Euh, Sixième question qu'on va se poser sur notre string keep it et sur notre premier chapitre en règle générale. On est où? Est-ce qu'on est dans une forêt? Est-ce qu'on est dans une ville? Est-ce qu'on est dans un vaisseau spatial? Est-ce qu'on est dans un... On est où? Tout simplement. Et moi, on est dans les montagnes. Entre l'incendie et l'orage. On est dans la merde. En bas des montagnes. En basse montagne. Deux jeunes femmes errent de cave en cave pour voler un petit déjeuner quand elles découvrent le cadavre d'un noyé recouvert d'un drap. Oh ouais, ouais. Oh ouais, c'est vénère ce que t'écris, Pegasus. Fichtre. En vrai, je suis content parce que ma moyenne a augmenté alors que les copains ont régressé. Sélection sur la rétre. Eh ouais, mon gars. Bon, en même temps, tu t'as bien bossé, mine de rien, cette année. Puis l'année dernière aussi, enfin, tu te donnes, comme on dit chez moi. Question 7, on est quand? Par, par on est quand, j'entends d'une part, est-ce qu'il y a des événements très importants qui se sont passés juste avant? Est-ce qu'on a une période de l'année et est-ce qu'on a un moment de la journée? Pourquoi? Parce que la montagne l'hiver et la montagne l'été, c'est pas la même chose. La montagne l'hiver la nuit et la montagne l'hiver le jour, c'est pas la même chose, etc., etc. Bref, on est à quel moment de la journée? Dans l'Inkipit lui-même, dans les premières phrases, généralement, on va pas décrire. Enfin, moi, en tout cas, je décris pas trop de trucs dans le premier truc. On peut le faire, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Mais on a quand même besoin d'éléments pour pouvoir donner au fur et à mesure nos notes de... j'ai tryhard malgré le peu de temps de révision. Bah ouais, je me rappelle bien mon petit crachoir. C'est pour ça. Chien, bon courage. On est quand alors, je passe sur environ... Ah putain, mais ta mère lâche... Pardon. Sur une journée... Il a abdiqué dans la capitale d'automne. Donc ça veut dire que c'était l'automne au moment où elle doit rentrer. Donc sur une journée automne. Voilà. Ah oui, juste après la tentative de reconquête du charnier de Gatsal. Ok. Ah, fuck ma race. Question 8. Le personnage narrateur ou le personnage sur lequel est focalisé le narrateur, il est dans quel état? Que ce soit physique, moral ou sentimental. Si on reprend les exemples, dans la nuit des temps, il est genre hyper triste, nique sa mère. Dans Bojangles, on sait pas trop. Dans le Chevalier inexistant, ils sont dans la tente. Dans la chute, le personnage narrateur, il est visiblement au bar, donc j'imagine alcoolique. Mais c'est pas une humeur alcoolique. Mais enfin, vous voyez. Quel est son état? Est-ce qu'on le sait? Mais en tout cas, non, en fait, dans tous les cas, qu'est-ce que c'est? Et puis on verra si on le met ou pas. Blessé plus plus. Confuse plus plus. What the fuck plus plus. Voilà. C'est l'état de Gil au début du roman. Ok. Donc, question 6, 7, 8, question 9. Donc, on va passer, vous savez, phrase, paragraphe, page, je vous en parlais un peu plus tôt. La phrase d'accroche, on va la faire en dernier. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par le premier paragraphe, qu'ensuite on réfléchisse, enfin, qu'on réfléchisse à ce qu'on va mettre dans ce premier paragraphe, puis qu'on réfléchisse à ce qu'on va se mettre dans la page, et enfin qu'on travaille notre phrase. Vous remarquerez, j'ai mis un petit truc entre guillemets ici, il se passe des trucs. Hier soir, quand j'étais avec Pauline et Nicolas, et Pauline elle m'a dit que quand je lui ai demandé ce que c'était un Inkipit,
ce qu'il fallait qu'il y ait dedans. Elle m'a dit que pour elle, un Incipit, il fallait que dedans qu'il y ait deux choses. Il fallait que ce soit une invitation qui montre... Il fallait qu'on voit qu'on va quelque part et qu'il se passe déjà des trucs. C'est-à-dire qu'en fait, l'Incipit doit nous donner l'impression qu'on prend un train en marche. Il se passe des trucs, on est embarqué là-dedans, et on va aller ailleurs, et on ne sait pas exactement où on va, mais on sait qu'on y va. Pour moi, le premier paragraphe, c'est ce qui va nous montrer qu'il se passe des trucs. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a un truc, je bouge les mains dans tous les sens, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui va se développer, et ensuite on va avancer. Eh bien, on n'a pas forcément... on n'est pas obligé d'avoir un début in medias res. Pour le coup, non. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Je trouve que c'est vraiment fun le début in medias res, parce que tu prends ton lecteur et tu fais genre... Mais on n'est pas obligé de le faire. Ça peut être une... Réfléchis. Ah, putain. Camus, l'homme qui dort? Camus, l'homme qui dort, ou... Pérec, un homme qui dort. Excusez-moi. Putain, j'aime un texte de Pérec, moi. Ah. L'homme qui dort, de Pérec. Je vous l'écris. J'aime pas du tout ce que fait Pérec d'habitude, celui-là j'ai bien aimé. Un homme qui dort. Un homme qui dort, c'est l'histoire d'un mec... De Georges Pérec. C'est l'histoire d'un mec qui se fait chier. Si je me souviens bien, je l'ai lu quand j'étais en Croatie. C'est l'histoire d'un mec qui se fait chier. Et la vie le quitte, entre guillemets, et du coup, peu à peu, il fait de moins en moins de choses, et il se laisse un petit peu dépérir chez lui, jusqu'à ce que ça passe et qu'il revienne. Maintenant que j'y repense, je pense qu'un homme qui dort, c'est l'histoire d'une dépression. D'une dépression pas forcément la pire de toutes, mais d'une dépression quand même. Ouais, complètement. Dark Rashwar, c'est le gars qui a écrit La disparition. Complètement. C'est l'Oulipo. Enfin, c'est le mouvement de l'Oulipo. C'est vrai qu'en fait, maintenant que j'y pense, un homme qui dort, c'est carrément une histoire de... C'est une histoire de dépression, en fait. C'est un mec qui a une vie un jeune homme qui a une vie tout à fait normale, et à un moment, ça déchante, on sait pas exactement pourquoi, il arrive plus rien à faire, puis à un moment, ça lui passe. Ah ouais, ok, bien wesh, Pérec. Le début de Un homme qui dort, du coup, enfin, c'est pas in medias res, et pourtant, on est dans quelque chose qui se passe. On est dans la vie d'un jeune homme qui fait des trucs. Oh merde, c'est pas les bonnes de Genet. Oh, j'ai oublié le nom du livre, c'est un bouquin de Nicolas. Merde. Mais voilà, même quand on n'est pas dans une medias res, il y a une vie dans ce roman qui existe. Et c'est cette vie qu'on doit voir. Même si potentiellement, ce qu'on nous montre au début n'a rien à voir avec l'intrigue elle-même. Et où en fait, c'est au bout d'une quinzaine de pages qu'il va commencer à se passer des trucs, on va faire genre, ok, d'accord. Un peu comme ce premier épisode, c'est hyper... J'adore. J'adore les animes un peu trash avec des Magical Girls. Voilà. Si vous savez pas de quoi je parle de Pola Magica Madoka, je vous parle de Majo Shoujo Site. Ces trucs, généralement, au début du premier épisode, il se passe R. Mais vraiment, il y en a plein où il se passe rien. Et c'est au cours du premier épisode, voire à la fin du premier épisode, qu'il commence à se passer des choses. Voilà. C'est un peu l'idée. Enfin, ça peut être ça. On revient à notre premier paragraphe. La question 9, elle est simple, c'est quel est l'élément principal qu'on va vouloir mettre en avant dans le premier paragraphe. C'est-à-dire, on va avoir une phrase qui va nous amener à cet élément-là. Ce premier élément qui va nous permettre d'attraper le lecteur et de le prendre par la gorge, comme ça, en mode genre, tu viens par là. C'est quoi? Est-ce que c'est un élément de décor? Est-ce que c'est un élément sonore? Wink wink, non. Est-ce que c'est une réflexion d'un personnage? Est-ce que c'est une réflexion sur la vie? C'est quoi, en fait, qu'on veut mettre vraiment en avant et qui va nous permettre de traîner le lecteur? Dans mon cas, j'ai une vague idée de ce que je veux faire, parce que forcément, en faisant mes recherches, j'ai eu une base d'idées pour le truc, et je pense que ce que je veux mettre très en avant, c'est une émotion de ma personnage, qui serait une espèce de désillusion plus plus.
quelque chose de... Elle était convaincue de pouvoir dépasser certaines choses, certains a priori, certains préjugés, certaines réalités, et en fait non, elle n'a pas réussi à le faire. Et c'est cette désillusion-là avec laquelle je vais essayer d'attraper mon lecteur en mode genre, viens, viens. Donc ça c'est notre question 9, et bah, tout simplement, bah, elle est déjà là, c'est super. De la question 10, sous quel angle le narrateur va-t-il le présenter? Quelle émotion va-t-on faire ressentir au lecteur? Cette question, elle est assez floue pour moi, la première partie. Mais enfin, c'est vraiment cette idée de comment est-ce que, dans mon cas, comment cette désillusion, je vais essayer de la transmettre à mon lecteur. Et qu'est-ce que je veux qu'il ressente par rapport à cette désillusion? Est-ce que je veux qu'il se dise genre, chah, sale connasse? Est-ce que je veux qu'il ait de la peine pour elle? Est-ce que je veux qu'il soit inquiet? Et comment je vais essayer de faire ça dans mon premier paragraphe? Je pense que ce que je veux, c'est qu'ils se sentent... comment dire? Ah merde, j'ai besoin de mes cerveaux de Twitch. Je veux qu'ils fassent preuve d'empathie. Oh waouh. C'est-à-dire qu'ils sentent que le lecteur il capte à quel point la désillusion fait tomber mon personnage de haut. Ah, attendez, je vais remettre les choses bien comme ça, vous pouvez bien les voir. Sinon ça ne sert à rien. Mathieu. Hop. Pff. Générer de l'empathieux. Très bien, Mathieu. Générer de l'empathie du lecteur, virgule, qu'il comprenne à quel point elle tombe de haut. Ok. Question 11. Ah oui, excusez-moi. Là, on va passer, donc, c'est nos empathie exclusive au Mathieu Chauve. Oui, c'est vrai. Donc, on était on était sur le premier paragraphe. Maintenant, on va réfléchir à... Alors, ce que j'ai appelé la page, c'est la page de livre, quoi. Donc, généralement, deux trois paragraphes en plus que notre premier. Euh, on n'est pas sur l'intégralité du chapitre, sauf si vous faites un chapitre très court. Mais on est quand même sur un moment où, ça y est, on a eu notre première phrase, on a eu notre premier paragraphe qui l'a un petit peu élargi. Et enfin, on va avoir notre page qui, là, nous emmène vraiment dans le récit lui-même, qui glisse vers ce qui va se passer plus loin. Et justement, c'est l'objectif pour moi des deux trois paragraphes qui suivent, donc de nos, admettons, nos paragraphes 3 à 5 disons. Le premier paragraphe, c'était le truc de il se passe des choses. Pour moi, ces paragraphes qui suivent, leur objectif, c'est de montrer qu'il va se passer d'autres choses. Que cette histoire, elle n'est pas à l'arrêt. Qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, ou qui va se passer, ou qui va advenir. Ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer par des échanges, ça peut... Enfin, par des échanges... Qu'est-ce que tu dis, Mathieu? Ça peut passer par des éléments qu'on rajoute, ça peut passer par... oui, des échanges, en vrai. Oui, oui, ça se fait. Il peut y avoir un dialogue en deuxième paragraphe, Nick Taras, Mathieu Bégaud. Il peut y avoir... Ça peut passer par du contraste. Enfin, voilà. On va vers le récit pour qu'il commence à se passer des trucs. Fin de phrase, je vais arrêter de le dire en boucle. Vous m'excusez. Question 11, du coup. Y a-t-il des éléments du premier paragraphe que l'on veut contraster? Ce que j'entends par contraster, c'est... dans le premier paragraphe, on va poser quelque chose d'assez absolu, à mon sens. Dans la suite, on va pouvoir dire, sans directement dire en fait j'ai dit de la merde, mais venir le modeler un peu. Malaxer ce premier... On va malaxer cette première idée, non mais on va y aller jusqu'au bout, Mathieu. Titre. Pour s'assurer que... pour potentiellement donner d'autres informations. Voilà. Ouh là là. Je vais me servir un café, moi. Non, je vais me servir une bière. Hop. Pétrir. Alors.
Je... Personnellement, je suis pas sûr de vouloir contraster l'idée du premier chapitre de ils avaient raison. J'aurais même tendance à dire que c'est le contraire et que je vais vouloir dans les chapitres qui suivent appuyer encore plus fort sur le fait de limite... Ah bah si, en fait, si, il y a un contraste. Il y a carrément un contraste qui, en appuyant sur le fait qu'ils avaient raison, je vais essayer de faire passer de l'empathie Virgile à ok, on est empathique, mais en fait, elle a merdé, non? C'est... Est-ce que ce serait pas de sa faute finalement ce qui se passe? Essayer de switcher de empathie, oh mon dieu, mon petit chat. À empathie. Mais est-ce que ce serait pas un peu de sa faute quand même? Cela. Hop. 12e question. Ah, je suis content, on va pouvoir se faire le petit rush à la fin. Quels éléments de cadre... Ah oui, voilà. Quels éléments de cadre on va ajouter dans les... Alors, le cadre, ça peut être spatio-temporel, ça peut être plein de choses, le cadre, mais voilà, ça peut être des sensations, ça peut être des informations supplémentaires sur l'état du personnage, ça peut être des informations supplémentaires sur là où il est, quand est-ce que ça se passe, sur ce qui s'est passé avant, sur ce qu'il a mis dans cette situation, sur plein de choses, mais on va essayer de pas trop en mettre. Mais voilà, des trucs qui vont nous permettre, bah, comme je disais un peu plus tôt, de... On était sur le personnage et on ouvre un peu plus le champ de la caméra pour arriver sur quelque chose de... sur un écran, quoi. Plutôt que d'être sur juste une bande. On passe du format réel au format écran, voilà. J'adore cette idée. Du coup, nous disions donc, quels éléments de cadre va-t-on ajouter? Alors, attendez, on va rezoomer un petit peu ça, parce que bon, voilà. Alors, en premier lieu, il va falloir... montagne plus nuit. État relativement gravissime. Hallucination. Ça va être les trois enjeux, je pense, de cadre à mettre en place assez rapidement. C'est la nuit, il y a des alus et elle flippe. Et on est sur un état relativement gravissime, type elle est en train de mourir, c'est fun. Non, mais voilà. Question 13. Dans cette incipit... ah mais non, mais c'est les alus du coup qui vont pousser vers... Non. Ok. Quels éléments qui poussent vers la suite du récit va-t-on mettre en avant? Qu'est-ce que j'ai voulu dire avec cette merde? Oui, ok. Dans Stinkipit, donc comme je disais, on a première phrase, premier paragraphe, première page. On a compris, je pense que si je vous le dis encore une fois, il y en a qui vont tomber du ciel pour venir me mettre des gifles. Quels éléments on va mettre là-dedans, dans cette page, qui vont nous faire avancer, entre guillemets, qui vont projeter le lecteur vers ce qui se passe après. Est-ce que c'est une volonté du personnage? Est-ce que c'est un mais j'y arriverai la prochaine fois? Est-ce que c'est une rencontre? Bref, qu'est-ce qui permet de passer de on a une situation initiale et on commence à la mettre en branle? J'adore dire qu'on met les choses en branle. Hop, vous m'excusez, je chope juste mes petites cigarettes. Pif pouf. On est tous des poufs. Dans son cas, c'est la volonté de ne pas abandonner, de ne rien lâcher pour ces hommes, avec un espèce de... Il va y avoir certaines de ces alus, et je sais pas encore comment je vais le faire exactement, mais avec une idée de
Certaines alus vont avoir un côté hyper trash, elle va revoir, elle va tomber, elle va revoir comment à un moment elle aurait dû tomber, il y a un mec qui s'est sacrifié pour elle. Et d'autres alus où, alors qu'elle est sur le point d'abandonner, et ça va être plus sur la longueur du chapitre, du premier chapitre que de l'Inkipit, mais bon, c'est encore un peu flou pour moi. Certaines alus où elle va se voir sur le point d'abandonner, elle va revivre certains échanges qu'elle a eu plus tôt, plus jeune, ou qu'elle n'a même jamais eu. De certains de ces hommes qui vont dire non mais tu peux pas t'arrêter, enfin, si... Ah putain, ouais. Parce qu'elle a des informations à transmettre. D'une nature que je ne connais pas encore, mais ouais, elle a des choses à transmettre sur, bah, ne serait-ce que le fait que bah, la déesse, l'une des deux, la déesse qui veut la fin de l'humanité, se trouve pas loin de la capitale. Et généralement, ça pue. Mais voilà, il faut qu'elle y aille. Et où justement, quelque chose qui va être assez marrant, pour le twist, c'est que quand elle va commencer, quand le chapitre 2 va commencer, qu'elle va se réveiller, qu'elle va se rendre, faut que je leur dise ça, faut que je leur dise ça, on va lui dire, non mais on sait. T'inquiète ma petite chatte, ça fait 5 mois que tu dors, on sait. Ok, chapitre 14. Chapitre 14, waouh. Phrase 14, ah putain, question 14. On a fini là, on a fait paragraphe page, maintenant il est temps de de s'intéresser aux tout premiers mots qu'on va filer à notre lecteur, qui sont bah, tout simplement la première phrase, l'invitation, disons. C'est vraiment le truc sexy qui te fait continuer ou pas. Comme je vous disais, il y en a un qui va vers l'autre, qui va vers le troisième, qui va vers le premier chapitre, qui va vers la première partie, qui va vers le roman entier. Et puis il faut se rappeler que il y a des gens qui n'arrivent pas à finir leur roman, mais en fait, il y a plein de gens aussi qui parfois se lassent, lâchent un bouquin et ne le finissent jamais, pour diverses raisons, donc on essaye toujours d'entretenir la vibe. Euh, Du coup, cette phrase, quel angle on va essayer d'avoir? Est-ce que la première phrase, ça va être une description? Est-ce que ça va être un truc type un peu vérité générale? Alors, on va pas faire un de tout temps les hommes, mais ça peut être un truc du genre blablabla, le vol des perdrix, les perdrix ne volent jamais en cercle, blablabla. On s'en bat les couilles, vous avez compris quoi. Gifle. Merci, non. Est-ce que c'est une action? Parce que le premier truc, ça peut être quelqu'un qui poignarde quelqu'un d'autre. On pourrait tout à fait imaginer le début du roman avec... C'est le moment où le héros tue le méchant, le seigneur des ténèbres, et en fait c'est ce qui va se passer après. Est-ce que c'est un mouvement? Genre c'est une flèche qui se déplace dans le ciel. Je vous donne beaucoup d'exemples de fantasy parce que c'est ce que je kiffe le plus, mais on peut faire plein d'autres choses. Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est quelque chose d'impactant? Est-ce que c'est... Bref, qu'est-ce que c'est? Tout simplement. Tac, tac, tac. Dans mon cas, c'est une pseudo-vérité générale. Je veux commencer avec un truc type... il disait ils disent que la foudre ne peut pas taper deux fois au même endroit. Bref, on s'en bat les couilles. Mais un truc de cet ordre-là, parce qu'on est dans le pays de l'orage. Guy la contrôle la foudre, donc ça colle à elle, quoi. Et ensuite, quel aspect du roman cette première phrase illustre-t-elle? Dans la première phrase, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans chacun des... On en a parlé un peu plus tôt. Dans chacun des incipits que je vous ai lus au début, dans la première phrase, il y avait quelque chose qu'on retrouvait, et dont je sais, vous ne pouvez pas le savoir si vous n'avez pas lu, qui va rythmer le récit. Dans Barjavel, c'est son amour pour cette femme, dont on ne sait pas encore qui c'est. Dans Bojangles, c'est le rapport à sa famille. Dans Le Chevalier Inexistant, c'est ce truc avec Charlemagne, les paladins, tout ça. Dans La Chute, c'est l'échange. Bref, on doit retrouver quelque chose qui va rythmer tout le récit là-dedans. Et de mon côté, ça va être quelque chose de l'ordre un peu d'un genre de dogmatisme. Dogmatisme de la vérité générale.
plus la foudre. Parce que la foudre, c'est ce qui représente Gil, donc... et qu'il va y avoir tout un process autour de la foudre qui va finir par taper 2 fois. Ok. Je crois bien que c'était la dernière question. Oui, puisque ça c'est juste pour moi après pour YouTube pas avoir à me prendre la tête à remettre les trucs en ligne. Parce que si je dois tout resupprimer, ça me fait chier. Hop, vous m'excusez, je remets ça derrière. Donc, on enregistre ça. On l'ouvre en grand, normalement vous voyez plus que ça, c'est normal. Je reviens dans une seconde mes petits chats. Ok. On a vu tout le... On a essayé de voir un peu tout ce qu'il devait y avoir dans notre Inkipit. Déjà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous aurez voulu ajouter? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai loupées? Ça m'arrive souvent de louper des choses, donc faut pas hésiter. On a essayé de voir un petit peu les modalités de la narration de ce premier de Stinkipit. Dans quel chapitre il s'inscrit? Qu'est-ce qui va se passer dans le reste de ce chapitre? Pourquoi est-ce qu'on choisit ce personnage-là? Et ensuite, on a essayé de voir un petit peu ce qui va se trouver dans notre premier paragraphe, notre première page, notre première phrase, pour se donner un maximum d'éléments. L'idée, comme d'habitude, c'est d'avoir plein d'éléments dans lesquels on va piocher pour créer notre truc. Ok? La question 13. Bien sûr. La question 13, c'était... dans la première page de notre... dans les 3-4 premiers paragraphes, quels éléments vont faire avancer l'histoire? C'est-à-dire quels éléments vont nous faire passer de... On est d'une situation initiale et il va se passer des choses après. Ça peut être une réflexion d'un personnage qui se dit que finalement il a envie de retrouver l'amour. Ça peut être une réflexion, ça peut être une action. Ça peut être un personnage qui arrive, un personnage extérieur qui entre, ou auquel on pense, auquel le personnage pense, et où du coup ça crée un truc. Bref, qu'est-ce qui nous fait sortir de l'exposition? Entre guillemets. Voilà. Comme d'habitude, alors je l'ai pas fait pour le 9, mais avec plaisir RN. Je l'ai pas fait pour le chapitre 9, enfin pour la 9ème vidéo. Je le ferai demain. Je vous remettrai toutes les questions sur la vidéo, mais aussi sur Discord, pour que vous puissiez retrouver un fichier dans lequel que vous pourrez remplir directement si jamais vous avez envie. Si vous n'êtes pas sur notre Discord, rejoignez-nous. Il y aura le lien dans la description pour les gens de YouTube. Il est 20. Avec plaisir, mon petit nain. Il est 20. J'ai quelques petits trucs à faire, donc ça va être compliqué pour moi de vous proposer un rush là tout de suite. Avant d'arrêter. Donc on va s'arrêter là. Je suis désolé, j'avais dit que je ferais le rush et en fait j'ai pas le temps. Parce qu'il est 20, le temps que je me prépare, etc., etc. Il va être 40 et il faudra que je parte. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, c'était le cas. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Tu vas encore le dire. Oh yes! Si Yaren, elle a dit, c'est vrai. Voilà. Pour les gens qui nous suivent sur Twitch, tout ça, on se retrouve demain soir. Normalement, j'aurai fini de lire les nouvelles du Pulp. Je vais les finir demain matin. Je pense. Donc, on pourra bosser... Fais une phrase, Mathieu. Donc, je pourrais bosser sur ma nouvelle en cours. Tu lis tout? Oui. Je lis tout, mais je lis pas les textes en entier. J'ai lu ton texte en entier, Irène. Je n'en dirai pas plus sur mon avis parce que j'ai pas le droit de le faire tant qu'on n'a pas fini les sélections. Mais bientôt la guerre des chauves. La guerre des chauves aura lieu le mardi. Le mardi 4, il y aura la grande guerre des chauves. Tout ce que je dirais, Irène, c'est que j'ai bien aimé. Ça s'arrête là. Quand même, un minimum. Tac, tac, tac. Phrase. J'en étais où?
Oui, on se retrouve demain soir pour un rush. Pour une petite série de rush sur le. Sur Twitch, hein, tout simplement, 21h30. Et après ça, on se. Bah, comme d'habitude, hein, mardi, jeudi soir sur Discord, mercredi soir sur Twitch également. Si je t'apprécie beaucoup, ça vient de monter. J'ai pas compris, Irène. La semaine prochaine, on est quel week-end? On est le 2, donc je suis là. Oui, c'est dans 2 semaines que je serai pas là. Je suis pas là le week-end du 8-9 parce que je suis en salon du livre. N'importe quel teasing fonctionne sur moi. Je veux lire, je veux lire ta nouvelle Irène. Yes. Pour la semaine prochaine. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Je vais regarder rapidement les petits thèmes qu'on a, que j'ai pour la semaine prochaine. Je sais. Ah, avec le fait que je l'ai lu en entier. Arrête. Donc là, on a travaillé sur l'Inkipit. Je sais pas trop ce qu'on fera la semaine pro. On fera pas de la mise en page, j'ai la flemme. Je pense qu'on sera sur quelque chose d'un peu moins technique. Genre de la création pure et dure. Ouais, je pense que semaine prochaine, on commence à être prêt là. Semaine prochaine, je pense qu'on va faire le protagoniste de notre roman. Donc on va travailler là-dessus pour bien, pour bien le faire. On commence à avoir plein d'infos sur notre roman, sur nos personnages secondaires, tout ça. Donc je pense qu'on a assez de choses pour plonger dans notre protagoniste. Ça me dégoûte de le dire comme ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve. Oui. Et on se retrouve demain soir. Allez, ciao les enfants. Soyez sages. Mais pas trop.